sans plus attendre. Voilà. J'ai demandé donc à un certain nombre de nos partenaires de nous dire comment ils voyaient l'avenir de la ruralité à l'échéance de 20 ans. Alors, bien entendu, ils m'ont tous unanimement répondu « T'es bien gentil, mais on n'a pas de boule de cristal ». Mais je leur ai dit « Oui, mais toi, tu veux quoi ?» Voilà. Vous voulez voir quoi dans cet avenir des ruralités? Quelles sont les propositions que vous faites et la manière dont non pas vous les voyez, mais dont vous avez envie de les voir, puisqu'on l'a compris depuis le début de cette édition, la prospective est un art dangereux, assez inexact, et en fait, l'avenir, il se prédit pas, il s'invente, et l'avenir de la formation des agents et des élus de nos collectivités et du service public, eh bien, c'est dans les mains du CNFPT que ça se passe, avec Jean-Philippe Poncin. Jean-Philippe, tu as 7 minutes. Merci Sébastien, bonjour à tous. Aujourd'hui, pas d'effets spéciaux. J'ai pris des accessoires très simples pour vous expliquer ce qu'est le CNFPT, parce qu'il est encore trop mal connu, et à travers mon histoire en particulier. Il y a 20 ans naissait Ruralytic, mais il y a 20 ans aussi, je naissais professionnellement. Et j'intégrais l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Merci Christophe. Et en fait, j'apprenais à être officier. Et officier, c'est préparer le futur. C'est anticiper. Parce que préparer le futur est important pour que chaque décision ne puisse pas peser sur les vies. Anticiper, c'était anticiper les manœuvres ennemies, c'était anticiper une évacuation sanitaire, par exemple, ou encore anticiper des problèmes logistiques, prévoir le futur de manière générale. Et puis, un peu plus tard, quand je suis parti en Afghanistan, je me suis rendu compte qu'on avait beau tout prévoir, il fallait être solide. Il fallait aussi avoir de solides bases pour pouvoir conduire des opérations. Il fallait s'adapter en permanence et réagir en conséquence. Et puis, à l'issue de ma période militaire, je suis venu sur ce territoire et je suis devenu directeur des systèmes d'information de l'ACABA, anciennement, et de la ville d'Aurillac. Et à partir de là, en tant que DSI et acteur territorial, j'ai appris à écouter les aspirations, les visions et les rêves des élus pour les mettre en musique. Comme c'est écrit là, je suis Jean-Philippe Poncin, je suis le responsable de l'antenne du Cantal, du CNFPT, l'antenne la plus rurale qui existe actuellement au CNFPT. Mais alors vous allez me dire, il est en train de parler de lui, mais le CNFPT, c'est quoi exactement? Alors le CNFPT, c'est quand même la formation quotidienne de 2 millions d'agents territoriaux. L'année dernière, on a formé quasiment 60% des agents territoriaux sur au moins une formation. Et le CNFPT, en fait, c'est près de 2000 hommes qui sont répartis sur l'ensemble de l'Hexagone et en Outre-mer. Hommes et femmes, autant pour moi. Et ce, dans presque chaque département, pour être au plus proche des territoires. Alors le CNFPT, il y a 20 ans, ça devait donner à peu près ça. Avec la ZAPET, bien sûr. Bonjour à tous. Nous allons suivre une formation sur l'état civil, les fondamentaux. 236 diapos. Pas de questions, s'il vous plaît, et pas d'échanges surtout. Et puis, vous notez tout dans un cahier parce que vous n'aurez pas de support numérique. Alors, je grossis le trait volontairement, mais vous comprenez qu'on avait encore des efforts à faire d'un point de vue pédagogique sur nos formations. 20 ans plus tard, et là je tiens à faire un petit clin d'œil à ma collègue qui est tout là-haut, Martine, qui part à la retraite ce soir, et qui justement est à l'antenne du Cantal depuis 25 ans, et qui a construit ces 20 dernières années pour que le CNFPT devienne ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le CNFPT, c'est de l'écoute. Écouter le terrain pour être au plus proche des enjeux locaux, mais aussi nationaux et internationaux. Le CNFPT, c'est aussi consolider les acquis des agents territoriaux à travers les formations d'intégration, quand un nouvel agent arrive au sein des collectivités, ou alors les formations continues
à travers des formations comme la sécurité, le numérique, la transition écologique, l'inclusion, et puis ressources essentielles des territoires ruraux, la formation aux secrétaires généraux de mairie, qu'on a pu voir ce matin à travers les différents acteurs qui ont pu participer sur la table ronde. Et puis, comme un officier, le CNFPT essaye d'anticiper, prépare l'avenir. Il essaye d'envisager les scénarios possibles pour anticiper et prévoir les formations dont les agents territoriaux auront besoin demain. Alors aujourd'hui, les méthodes pédagogiques ont bien évolué. On n'est plus aux 236 diapos, une toutes les 20 secondes. Voilà. Aujourd'hui, on a par exemple des balades apprenantes dans les cimetières. Alors c'est pas très gai, oui, mais c'est un peu utile quand même. Oui, mais c'est calme. C'est calme, on n'est pas embêté. Et effectivement, pour par exemple se former à l'entretien en supprimant l'utilisation des pesticides. On a des serious games, des jeux sérieux ou encore des escape games pour percevoir que l'eau est une ressource à préserver ou encore que le numérique ne s'utilise pas sans cybersécurité. On accompagne aussi les collectivités en intelligence collective pour faire émerger des solutions aux problèmes locaux ou encore des mises en situation théâtrale pour apprendre aux agents d'accueil à gérer l'agressivité qui, hélas, aujourd'hui est toujours plus grande et ils ont à faire face à ce genre de problème. On a aussi utilisé le numérique et je remercie les partenaires ici présents sur le déploiement de l'infrastructure et les opérateurs qui nous permettent aujourd'hui de faire des formations via des webinaires, des MOOC et qui arrivent jusque dans nos campagnes. Mais le CNFPT, c'est aussi un accompagnement, être aux côtés des collectivités en permanence et les aider à construire leurs projets de demain. Je pensais tout à l'heure, j'écoutais le sénateur qui disait le problème des élus, c'est souvent la formation. Sachez que dans le Cantal, petit complément, dans le Cantal, on a un partenariat avec l'AMF. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez demander au président actuel, Christian Montin, qui va pouvoir vous pouvez lui demander des ressources et on peut mettre en place des formations spécialement dédiées aux élus sur, comme le disait le sénateur, comment manager son équipe ou encore comprendre le budget quand on est un peu nouveau. L'accompagnement aujourd'hui, ça peut se faire à travers un nouveau parcours qui a été développé en Centre-Val de Loire, qui s'appelle Itinéraire. Et c'est un processus d'accompagnement d'un territoire et non pas d'une seule collectivité, parce qu'en fait on vit souvent autour d'un territoire. Un processus d'accompagnement au changement sur la transition écologique, sur la transition numérique, sur votre territoire. Alors 2045, qu'est-ce que ça va être? Nous serons toujours présents, et plus que jamais, présents pour les collectivités, premièrement pour consolider les acquis des agents territoriaux, aux enjeux de la décade, et préparer la suivante déjà. Nous serons présents pour continuer à faire de l'humain, et non du Neuralink. Je ne sais pas si vous connaissez Neuralink, c'est le projet d'Elon Musk d'insérer des puces dans les cerveaux des humains pour apprendre plus vite, à la Matrix. Donc on sera là, on aura d'autres méthodes pédagogiques, peut-être mettre des hologrammes dans votre salon pour apprendre en télétravail. On sera là pour vous accompagner et vous faire grandir, car le futur ne se prédit pas mais il se prépare. Alors, mesdames et messieurs les élus, s'il en reste encore quelques-uns dans la salle parce que c'est toujours un enjeu, ayez des visions, ayez des rêves. Faites-nous rêver comme Kevin Pike nous a fait rêver avec ses films il y a 20 ans, 10 ans, pour imaginer la réalité de demain. Retour au monde militaire, je prendrai la devise du premier RPIMA, qui ose gagne, pour terminer mon propos. Alors osez et nous serons là pour vous accompagner. Merci. Merci Jean-Philippe. Chapeau, c'est la première fois que je vois citer la devise du premier RPIMA à Ruralitique, premier régiment parachutiste d'infanterie de marine. Tu nous rappelles où il est basé? Il me semble qu'il est à Bayonne. Merci beaucoup Jean-Philippe. Sans plus attendre, notre pitcher suivant va être François Morel. François, si tu veux bien me rejoindre sur scène.
pour évoquer, comme on a commencé à le faire hier et déjà avec toi, l'école rurale du futur. À quoi ressemblera-t-elle dans 20 ans? Fais-nous rêver. Mais ouais, et bien justement. J'ai un collègue là, qui ce matin, en voyant ma photo, m'a dit « Dis donc, t'as mis une photo d'il y a 20 ans ?» Elle a 1 an, cette photo. Ça veut dire qu'en 1 an, j'ai pris un sacré coup de vieux. Merci Pascal, je ne le citerai pas. C'est cadeau. Il est dans la salle, c'est gratuit et c'est cadeau. Et bien justement, moi, dans 20 ans, je serai plus là. Vivant, mais pas pour l'école. Je ferai autre chose. Je suis vieux. C'est pas moi qui vais décider maintenant de ce que sera l'école plus tard. C'est aux plus jeunes. Et donc, je pense qu'il y a des perspectives. L'école qui, avant de tracer sa route vers l'avenir, prend le temps de contempler son chemin parcouru. En 20 ans, le paysage éducatif s'est métamorphosé du développement des ENT à l'irruption. Pas sûr que ce soit lui. Pas certain du tout, et j'espère pas. Alors c'est pour ça que comme je suis un vieux barbon, j'ai quasiment été extrêmement désagréable tout à l'heure avec quelqu'un en lui disant « Mais vous êtes à ma place, c'est pas possible. » Mais odieux, parce que je suis... Voilà, j'ai fini là, c'est bon. Alors je laisse la parole aux jeunes. Et on a la chance à Canopé d'avoir un directeur de l'innovation, Romain Van Oudezden, que je vais inviter à causer et à nous dire ce que va être dans 20 ans. Très rapidement. Avec plaisir. On l'applaudit. Regardez son t-shirt. Enfin, il est raccord. Merci François. Merci Sébastien. Enfin merci, je ne sais pas si je dois dire merci parce que je ne suis pas persuadé que ce soit un véritable cadeau, puisque avec la thématique, j'ai moi aussi ressorti des choses d'il y a presque 20 ans, puisque le t-shirt date d'il y a une petite vingtaine d'années, et je me suis rendu compte que je rentrais un petit peu moins bien dedans. Je ne suis pas hyper à l'aise, mais ce n'est pas grave. L'idée, elle est de se projeter dans le futur. Et se projeter dans le futur, tu l'as dit, tout le monde l'a dit, personne n'a la fameuse boule de cristal qui va nous permettre finalement de nous projeter, de nous assurer du futur, de savoir ce qu'il va y avoir dans le futur. Par contre, s'assurer que nos élèves, vos enfants, nos petits-enfants à venir, soient des plus à même finalement de vivre dans le futur. Ça, c'est notre enjeu dans l'éducation nationale et c'est évidemment l'enjeu aussi pour Réseau Canopé d'accompagner les enseignants qui puissent accompagner ce développement des futurs citoyens. Alors, du coup, le paysage éducatif, on l'a vu en 20 ans, il a beaucoup évolué. Des ENT, qui sont passés, les ENT, début des années 2000, c'était une des révolutions, puis l'avènement et l'installation de la politique autour du numérique éducatif. Et là, c'est côté numérique, mais évidemment, enfin, le fait d'avoir pris en compte le bien-être des élèves, le climat scolaire, le bien-être des enseignants, de toute la communauté éducative, la relation avec les parents, qui est primordiale, mais qui est souvent mise de côté, ce sont des enjeux qui sont venus s'installer peu à peu, en plus évidemment de toute la partie qu'on connaît bien et dont vous êtes forcément des partenaires, c'est et peut-être en attente d'ailleurs, c'est le programme, c'est le développement des connaissances et des compétences des élèves. Alors ça fait pas mal de choses, mais au fond, sur ces 20 ans, et peut-être même un petit peu plus que ça, si on regarde par exemple la forme scolaire, c'est-à-dire la façon dont, de manière très professorale, quelqu'un monte sur une scène un petit peu en hauteur, prend un micro pour que tout le monde l'entende, que chacun le regarde, la forme scolaire de 1 heure, un cours, un sujet, ça date d'il y a 400 à 500 ans. Finalement, on n'a pas énormément changé. Alors, est-ce que l'école, elle a changé de cap dans les 20 dernières années ? J'en suis pas persuadé. Est-ce que les politiques publiques, les ambitions, les visions, elles, se sont radicalement transformées sur ces 20 dernières années, ou est-ce qu'elles ont simplement suivi une sorte de continuum qui a été impacté évidemment par des technologies, les technologies numériques en particulier, mais qui ne nous ont pas amenés à repenser finalement l'éducation et la formation initiale et continue des enseignants? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose. Alors demain, l'école, elle ne sera pas simplement
le reflet de la technologie d'aujourd'hui. On a parlé de l'IA et des IA génératives en particulier, d'autres outils d'évaluation par exemple qui sont dits innovants, qui sont intéressants. Hein. Le partage accru de la connaissance grâce évidemment à Internet qui s'est véritablement démocratisé et qu'on est maintenant, qui est rentré dans toutes les classes, dans toutes les pratiques surtout. Tout ça, c'est intéressant, ça a bousculé les habitudes des enseignants en particulier. Ça les a invités à repenser le sens même de l'apprentissage et leur posture vis-à-vis de ces savoirs, vis-à-vis de ceux à qui ils avaient à transmettre des savoirs. Le numérique, donc, il questionne énormément notre rapport au savoir. Qu'est-ce que je transmets? À qui? Pourquoi? Dans quelles conditions? Et quelle est la meilleure façon, finalement, pour s'assurer que les gens qui sont en face de moi ou avec moi acquièrent les compétences qui sont visées par des programmes, par des objectifs, ou des objectifs même très individuels, en se disant, cet élève-là, dans 2 semaines, dans 3 semaines, il aura compris tel truc, il aura compris le théorème de Pythagore, il aura acquis finalement quelque chose dont moi je pourrais m'enorgueillir parce qu'il y a quand même beaucoup de ça aussi dans la relation entre les enseignants et les élèves. C'est cette relation forte de on est allé quelque part ensemble, je t'ai amené jusqu'à quelque part et c'est des super victoires qu'on vit chaque jour dans les écoles et dans vos écoles, dans chaque village et ville de France. Alors, la relation entre formateurs et personnes formées, évidemment, elle devient plus fluide avec des promesses d'individualisation grâce au numérique et d'un apprentissage qui devient de plus en plus intéressant. Il y a des innovations technologiques qui, pour certaines, ont pu paraître un petit peu éphémères. Je pense par exemple à la réalité virtuelle qui est arrivée puis qui s'est pris un mur qui s'appelle l'IA générative et puis qui reviendra peut-être. Elles ne sont pas obsolètes, ces technologies dans l'éducation et dans la formation. Je pense aussi à la blockchain. On n'entend plus du tout parler de la blockchain, si ce n'est dans le cadre des crypto-monnaies. Mais on s'y était intéressé aussi dans l'éducation en se disant est-ce que pour la diplomation, il n'y a pas des choses intéressantes à creuser dans le cadre de cette fameuse blockchain et en tout cas des micro-certifications qui sont peut-être aussi l'avenir de l'éducation et en tout cas de la certification. Ça nous permet quand même de se dire, regardons ces 2 exemples-là et donc prenons un tout petit rétro là. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde des évolutions finalement technologiques qui sont venues bouleverser, bouger un petit peu l'éducation? Qu'est-ce qu'on met de côté? Il n'y a pas de souci à mettre de côté des choses. Qu'est-ce qu'on va transformer? Et puis aussi, est-ce que c'est à l'éducation nationale, une institution avec près d'1 100 000 personnels en France, est-ce que c'est à l'éducation nationale d'innover, d'être dans une dimension de on va aller chercher des choses et on va aller creuser? Sur l'IA générative, par exemple, et chez Réseau Canopé, on s'enorgueillit de s'y être penché très rapidement et d'avoir accompagné les enseignants. Je pense qu'on a fait le bon choix, mais peut-être que c'était une erreur. Ça, l'avenir ne nous le dira même pas, puisque je suis persuadé qu'on avait raison, évidemment. Romain, je vais te demander de conclure. Et donc, l'école du futur, qu'est-ce que ça va être pour vous et pour nous? Le défi de demain, pour moi, c'est peut-être celui que l'humain a imposé à la planète et que la planète maintenant nous impose, c'est le défi climatique. Le changement climatique, il va nous imposer à bâtir des écoles, des bâtiments beaucoup plus résilients, et va nous imposer aussi de s'adapter et d'adapter les contextes l'environnement, l'écosystème, en repensant les espaces, pour accueillir des élèves, mais des apprentissages collaboratifs, flexibles, ouverts sur le village, la commune, la ville, le département, finalement tout l'écosystème, mais ouverts aussi sur tout le monde et toutes les communautés qui prennent part à l'éducation, c'est-à-dire finalement tout le monde. L'école du futur, c'est donc une école et une aventure collective, avec évidemment de la formation auprès des enseignants, les collectivités, des opérateurs tels que le Réseau Canopé et les rectorats. Et puis l'école de demain, elle s'invente évidemment dès aujourd'hui, voire même dès
précédemment. Elle est à la croisée donc de l'histoire, et c'était ce que j'ai voulu vous inculquer d'une certaine manière, à la croisée de l'histoire et de l'innovation, de la projection, pour former donc des citoyens et des citoyennes qui soient eux aussi aptes à bâtir un futur et un monde plein d'espoir. Merci. Merci Romain, merci François. Sans plus attendre, je vais inviter Christophe Labarre à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. On va prendre la route avec Christophe, c'est la flèche du bas. Voilà, c'est toi qui conduis, tu prends la barre, excuse-moi, on a dû te la faire 1000 fois. Ok, vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai 7 minutes pour vous parler d'un sujet très différent, sujet de l'entretien de vos accotements. Voilà, là c'est bien. Le sujet de l'entretien de vos territoires, en particulier l'entretien de votre patrimoine routier et de vos espaces verts. Alors, pour vous, je me présente rapidement. Donc, je suis Christophe Labarre, je suis directeur des opérations d'une société qui s'appelle Aquepilote et qui développe des solutions numériques à destination des acteurs de l'entretien de vos routes, de vos espaces verts, de vos accotements routiers, qui sont aussi une particularité de vos communes. Et nous appartenons, c'est un sujet qu'on connaît bien, puisque nous appartenons à un groupe industriel familial, qui depuis 44 ans accompagne les acteurs de ces sujets à travers 2 autres sociétés que vous connaissez peut-être mieux. Noremat, qui produit du matériel de fauchage, débroussaillage, et également la société Maneco, qui produit également du matériel, mais qui fait du matériel reconstruit dans une logique de développement durable. Alors quand on parle de ce sujet-là, le constat actuel, et on va se projeter dans les 20 ans après, mais l'idée c'est de voir aussi d'où on part, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'accotement, quand on parle d'entretien de la voirie, on parle souvent d'un sujet complexe, avec une interaction entre le vivant et la route. La route, elle est relativement fixe, et encore, elle est vivante parce qu'elle évolue dans le temps, mais c'est aussi des forêts, c'est aussi des arbres qui poussent, et donc tout ça, c'est simple. De plus en plus coûteux, parce que on a un réseau qui vieillit, donc aussi des besoins d'entretien qui sont de plus en plus élevés. Et puis également, une grosse complexité à sous-traiter, parce que quand on passe un appel d'offres, on a du mal souvent à définir l'importance du chantier, les différentes interactions qu'il y aura à avoir à mettre en place dans le temps, les aléas, et tout ça, ça vient complexifier la sous-traitance. Et pour terminer, c'est encore un secteur qui est très marqué par le papier. Vous avez probablement, dans certaines de vos communes, des classeurs gris qui, d'année en année, prennent les comptes rendus de chantier, qui alourdissent vos armoires, avec derrière une transmission orale qui aujourd'hui n'est connue que des gens qui interviennent, donc de votre responsable de voirie et des agents qui interviennent sur la voirie. Alors tout ça, ça nous a amené à identifier un besoin de digitalisation qui se matérialise comme ceci. Donc on s'est mis au service des territoires, en commençant par s'intéresser aux gens qui interviennent sur le terrain, les agents de chantier, qui ont un métier difficile, qui doivent prendre des décisions compliquées. Je reviendrai par la suite. Et pour ce faire, on a développé un assistant, un ange gardien de l'agent sur chantier, qui va l'accompagner dans ses prises de décision, qui va l'accompagner dans son travail, et qui va lui permettre de remonter les informations qu'il a au niveau de son gestionnaire. Et au niveau de la mairie, de la gestion, alors ça peut être aussi en communauté de communes, un logiciel qui va plutôt être une tour de contrôle de l'ensemble des opérations d'entretien, qui va permettre d'y voir clair sur ce qu'il y a à faire, sur ce qui est en cours, sur ce qui n'est pas fait, et qui va permettre globalement d'apporter de la fluidité à l'ensemble des opérations d'entretien. Enfin, pour terminer, toute cette interaction entre les différents niveaux permet de générer des rapports d'activité qui vont permettre aux élus, notamment, d'avoir une vision très actualisée d'où en est leur voirie, d'où en sont leurs espaces verts par rapport aux projets d'entretien qui peuvent les concerner. Alors quand on parle de préparer l'avenir, en fait c'est une démarche déjà ancienne pour nous, puisqu'en fait nous sommes partenaires d'une chaire universitaire de l'Université de Nancy qui travaille spécifiquement sur la gestion des dépendances vertes et bleues, parce qu'on intervient également sur la gestion des eaux, des cours d'eau, pour justement identifier les pratiques de demain. Alors pour ce faire, c'est une équipe de 10 chercheurs qui travaillent sur les interdépendances entre le vert et le gris, je parle du bitume, qui vont travailler également sur l'impact des différentes stratégies d'entretien, impact économique, impact écologique, impact sur les plans de prévention des risques d'inondation, des plans feux de forêt, et également l'optimisation.
optimisation globale. Alors, si on doit parler des 20 ans à venir, je vais appuyer sur 4 mots. 4 mots qui me semblent bien résumer les enjeux qu'on aura à relever dans les 20 ans à venir. Premier d'entre eux, génération. Deuxième, biodiversité. Quatrième, assurance. Dernier, budget. On va rentrer dans le détail. Premier détail, génération. Génération, on est en pleine bascule générationnelle. Dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, vos opérateurs partiront à la retraite et seront remplacés. Par qui seront-ils remplacés? Ils seront remplacés par un jeune qui est un peu moins en contact avec la nature, qui a plutôt une tradition numérique, qui est né avec un téléphone portable dans la main et qui a toujours utilisé un téléphone. Et la personne qui part a une tradition papier, une tradition orale, et la transmission d'informations est, pour ces situations qui arrivent déjà, très difficile. Dites-vous bien qu'en 2030, la moitié des salariés, enfin des employés que vous aurez dans les mairies sont issus de cette génération Z qui a toujours utilisé le téléphone comme une solution à ses problèmes du quotidien. Alors pour ce faire, un copilote par ces technologies vise justement à favoriser la transmission d'informations entre les différentes générations en digitalisant la connaissance des anciens et en la relivrant après aux plus jeunes pour combler leur manque d'expérience ou de connaissances. Exemple, la petite borne dissimulée dans la végétation que l'ancien connaît et qu'on va porter à la connaissance du jeune, ça lui évitera de casser un rotor dès ses premiers jours de chantier. Deuxième point, la biodiversité. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, la biodiversité est un enjeu dans l'entretien des territoires, mais ça vient quand même se confronter à beaucoup de difficultés. Vos opérateurs sur le terrain, donc dans les 20 ans à venir encore, devront conjuguer de la sécurité routière, de la sécurité inondation, peut-être que ça va les inviter à couper par exemple une herbe sur le bord de la route, mais vont être aussi, vont devoir respecter des enjeux de biodiversité ou de préservation des incendies, et vont pouvoir ne pas faucher. Donc ces décisions sont compliquées à prendre, et c'est justement pour cela qu'un copilote vise à apporter des assistances de chantier de proximité pour aider les gens à prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau du territoire ou bien au niveau du chantier directement. Troisième point, l'assurance. Alors aujourd'hui, les communes qui ont des difficultés avec leur assureur sont de plus en plus nombreuses, malheureusement pour plein de raisons, mais entre autres aussi sur la question de la résilience face aux risques climatiques, inondations, feux de forêt malheureusement. Quand on parle de ça, l'enjeu c'est en tant qu'élu, comment s'assurer et comment rassurer sur l'assureur sur le fait que les plans de prévention qu'on a mis en place sont correctement appliqués. Avec les événements climatiques de demain, on devra être très rigoureux sur ces sujets-là. Et les assureurs seront exigeants. Aujourd'hui, petit chiffre, les obligations légales de débroussaillement, seulement 30% de taux de conformité. On a encore du travail sur le sujet. Donc les outils d'Acopilote vont viser à concrétiser, à apporter un suivi très précis et plus rigoureux de tous vos plans de prévention, tant dans la conception que dans l'application. Et puis également, on va sécuriser vos équipes de chantier en leur apportant des protections contre le risque électrique et contre les risques de casse. Si vous voulez des démonstrations, on vous les présentera sur les stands. Je termine avec le dernier point, le dernier enjeu, qui est un enjeu de budget. Alors, nul n'ignore l'évolution budgétaire. Je pense que dans les 20 ans à venir, sauf ça risque de peu ou pas changer, donc l'exigence d'efficience et l'exigence de transparence sur les fonds attribués aux voiries vont rester intactes. Donc nous, la question qui va aussi se poser et que chaque élu doit se poser, c'est comment veiller à la bonne utilisation des deniers publics sur la voirie. Pour ce faire, ce qu'on apporte, c'est une solution qui va apporter une traçabilité sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait dû être fait sur vos territoires, avec la possibilité, pour le coup, de mettre en place des éléments correctifs. On va également essayer de travailler, de lutter contre les coûts évitables, donc en fluidifiant les organisations de chantier, en évitant de la casse, un rotor c'est 2 000 €, et enfin de permettre également de rentrer dans une démarche d'amélioration continue en améliorant les budgets, l'utilisation des budgets d'année en année. Pour conclure, Acopilote vise finalement dans les 20 ans à venir à accompagner sur ces 4 points durs, ça nous semble être actuellement les 4 points durs qui vont vous concerner sur les sujets de la voirie. C'est un sujet à ne pas laisser de côté parce que nos voiries vieillissent, les budgets pour les entretenir vont baisser et il y a une impérieuse nécessité à utiliser chaque denier public destiné à ces sujets
avec le maximum d'efficacité. Et c'est sur cela qu'on vous accompagne si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup. Merci Christophe Labarre, que vous retrouvez sur son stand dans le Smart Village. On va accueillir Bérénice Defaille-Petitet sous vos applaudissements. Et donc, juste avant de découvrir un petit film, on le met maintenant ou on le met après? Juste une petite introduction de 2 secondes. Oui, On est en 2005, on imagine. bien rapprocher le micro. Non, juste le rapprocher. On est en 2005, imaginez-vous. Et on vous demande, là maintenant, imaginez la Poste, qu'est-ce qu'elle sera dans 20 ans. Qui est capable aujourd'hui de dire ce qu'est la Poste, ce qu'elle est devenue? Personne, puisque la transformation de la Poste, telle qu'on aurait pu l'imaginer en 2005, c'est quelque chose de très, très loin de la réalité d'aujourd'hui. Et ça, on va le découvrir avec le petit film que vous allez lancer. Voilà. C'est parti. Vous aussi, vous nous imaginez uniquement à pédaler sur nos vélos jaunes, sillonnant la France pour distribuer le courrier? Oui, toujours. Mais nous faisons bien plus que ça. Si nous sommes 6 jours sur 7 devant chez vous, c'est pour distribuer votre courrier et votre journal, bien sûr, mais aussi pour vous proposer de nouveaux services de proximité. Et surtout, nous avons innové pour vous livrer chaque jour toujours plus de colis, en limitant au maximum notre empreinte carbone avec des transports plus respectueux de l'environnement. Des files d'attente interminables. C'est toujours ça pour vous, la Poste? Bonjour. Pas vraiment, car nous multiplions et modernisons nos points de service sur tout le territoire. Agence postale communale, consigne pick-up, relais commerçants, bureaux de poste. Sans oublier nos services numériques accessibles 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous simplifier la vie. En plus, ils vous garantissent la confidentialité et la sécurité de vos données les plus sensibles. Tout ça pourquoi? Pour que notre monde digital soit mieux maîtrisé, accessible à tous et qu'il reste humain, éthique et responsable. Et vous vous demandez alors, la Poste, ils n'en font pas un peu trop? Courrier, colis et en plus banque et assurance. Non, nous n'en faisons jamais assez, car nous vous offrons un autre rapport à la banque en proposant des services de banque et d'assurance à tous. Vraiment tous. Nous accompagnons et soutenons également les petites, les moyennes, les grandes entreprises, mais aussi les jeunes entrepreneurs, les start-upers, les collectivités locales, les associations et les hôpitaux avec des offres utiles, abordables et citoyennes. Nous sommes la première banque à s'être engagée dans l'arrêt total de financement de projets liés au gaz, pétrole et charbon. Nous offrons des solutions de financement ou d'investissement qui permettent à chacun de devenir acteur de la transition écologique. And like some people, you think La Poste only operates in France. Trop français. Certainly not. Non, évidemment. Car nous acheminons aussi des colis partout dans le monde en privilégiant des livraisons à faible émission, avec une multitude de services sur mesure, comme retirer son colis où vous voulez quand vous voulez, et même choisir l'heure et le lieu de la livraison tout en suivant en temps réel l'acheminement de son colis. En plus du transport et de la livraison, nous accompagnons aussi le développement des e-commerçants à l'international. Alors, Vous avez changé votre regard sur la Poste? Nous, postières et postiers, seront toujours au service de tous et utiles à chacun, pour accompagner la société tout entière dans ses transformations. Vous aussi, vous nous imaginez? Et ben voilà, c'est dit. Beaucoup de choses sont dites, en effet. La Poste est partenaire du territoire, des territoires, du Cantal, plus précisément, puisqu'aujourd'hui on est en Cantal, on va parler du Cantal. Et d'une manière, on va dire, plus globale, je vais vous laisser deviner en quelques secondes qu'est-ce qu'on a en commun comme intérêt. Peut-être vous l'avez déjà à l'esprit. C'est l'un comme l'autre, les territoires et le groupe La Poste, nous avons comme un point de vigilance le fait de veiller à ce qu'aucun point du territoire ne soit exclu. Et ça nous relie. Nous travaillons, pour La Poste en tout cas, dans le Cantal, je vais vous donner 2-3 chiffres, sur la densification du maillage territorial, avec juste sur 2025, 7 nouveaux points de contact. On était sur une base de départ de 131 points de contact. Donc voilà, c'est une amélioration en continu. Nous avons aussi à cœur de maintenir dans tous nos changements que l'on a pu évoquer à l'instant, nos valeurs de proximité et de confiance. Ça dirige, on va dire, toutes nos orientations. Et le but de nos démarches, c'est de toujours simplifier la vie des collectivités. Et pour ça, pour simplifier la vie des collectivités, on agit sur l'amélioration de la qualité de vie des habitants,
on agit sur la transition écologique, on agit sur l'accompagnement des transformations internes du territoire, on agit aussi sur le renforcement de la relation aux citoyens. Donc on l'a vu un petit peu dans le petit film, mais voilà, pour aller plus en détail, en fait, on va illustrer tout ça. Mais juste avant, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est fidèle à notre devise, à notre engagement, l'engagement qu'elle a pris, la Poste, en tant qu'entreprise à mission, être au service de tous et utile à chacun. Et chaque mot est pesé, en fait, hein, dans cette phrase. Si on veut aller sur les illustrations des choses que l'on fait, que l'on réalise, aujourd'hui, on porte les repas aux seniors, par exemple, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Et c'est une des illustrations de toutes les offres que l'on peut proposer, que l'on désigne autour du aller vers. Et le aller vers, qu'est-ce qui fait qu'on est consistant dans ce domaine? C'est l'ensemble des postiers qui sont sur le terrain, en fait. On est aussi, bien sûr, en action sur la détection des fragilités lorsqu'on porte des repas, puisqu'on va voir, bien sûr, nos anciens chez eux. On est aussi sur la veille sociale et on le fait partout, même dans les territoires les plus reculés. Donc c'est une spécificité du groupe La Poste sur laquelle on s'appuie. Ici, dans le Cantal, on est déjà en action à Morse. Et il y a bien sûr d'autres communes qui sont intéressées, qui commencent de se renseigner sur le sujet. On est aussi sur la détection des fragilités autour d'ateliers auprès des seniors pour, on va dire, entretenir la mobilité pour les seniors. Donc ce sont des ateliers de conduite, de prévention routière. Et le but, c'est de détecter et de remettre des bons réflexes auprès de nos seniors pour qu'ils ne restent pas un danger sur la route, qu'ils soient piétons ou automobilistes. Voilà. En réponse à la transition écologique, on en a parlé aussi, on accompagne les collectivités autour des démarches de C2E, notamment lorsqu'il s'agit de rénovation énergétique de bâtiments, de création de réseaux de chaleur ou même de conversion de flotte de véhicules vers des véhicules électriques. Donc là, on est en soutien sur ces domaines-là. On est aussi pertinent sur la partie RSE, bien sûr, avec des offres liées au recyclage ou à la mobilité douce. Pour illustrer maintenant l'accompagnement de la transition interne des territoires, on va faire un petit clin d'œil sur l'aspect numérique des choses. On va parler de la digitalisation des usages. On est pertinent là-dessus aussi. On occupe ce terrain-là aussi dans notre transformation. Ce n'est pas les 20 ans de plus tard, c'est les 20 ans de maintenant. On fait du coffre-fort numérique, de la signature, et on va parler bien sûr de la rentrée des classes. C'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Et Pronote, c'est nous. On se cache aussi sur des marques comme Pronote. On est aussi on va dire un intervenant solide et fiable sur la cybersécurité. Voilà. Notre présence physique, en gros, sur le territoire, c'est, on va dire, l'élément fort qui fait que l'on peut se diversifier à ce point. On va même aller jusqu'à vous aider à faire de l'audit de voirie, du recensement, voilà, tout un tas d'offres. La liste pourrait être très très longue et c'est pas le but du jour, mais voilà. La force du groupe La Poste aujourd'hui dans sa transformation, si on prend les 20 ans passés et les 20 ans futurs, ce sont les hommes sur le terrain, d'une manière générale. Il faut conclure, Bérénice. Alors voilà, comme vous le constatez, le métier du facteur, c'est un métier élargi. Et ce métier élargi, ça répond au modèle multi-activité du groupe La Poste, avec bien sûr un gros impact sur le territoire, avec des emplois qui sont préservés, des emplois induits ou des emplois directs, avec bien sûr 720 emplois soutenus, 230 facteurs sur le terrain, c'est 2 millions de surface d'achat d'euros. Enfin voilà, les chiffres, bon, je ne vais pas vous inonder de chiffres, il faut conclure, mais voilà, nous sommes acteurs de la transformation et cette transformation a un impact important sur le territoire. Merci beaucoup Bérénice. Donc ça veut dire que dans 20 ans,
Quand on verra un nouveau service de la Poste, on se dira encore, la Poste fait ça aussi? Il y a des chances. Et voilà. Et qui peut dire de quoi on parlera à ce moment-là? On vous applaudit. Merci beaucoup, Bérénice.